Salut à vous la famille et bienvenue dans la table de l'insertion pour cette saison 2. Aujourd'hui, et comme d'habitude, j'essaye de faire en fonction de vos demandes, avec des secteurs toujours un peu diamétralement opposés. Du moins, on essaye. Et aujourd'hui, j'ai Inès Carmel, qui est une agent d'artiste, mais aussi dans le domaine sportif. Et elle va nous parler un petit peu d'RP, comment elle a su s'immiscer et entrer en contact, comme elle a su le faire avec toutes ces marques. Et va surtout nous expliquer aussi son quotidien. Donc, Inès, comment vas-tu? Eh ben, ça va super. Un peu stressée, c'est une première pour moi, mais ça va. Ouais, je sais, Merci. tu m'as dit. Après, t'inquiète pas, au bout de 5 minutes, en général, ça va plutôt bien et ça roule. Ok, bah, en tout cas, merci de m'avoir invité. Super, franchement. Surtout moi, et on remercie aussi Anthony, parce que c'est aussi Anthony Maungu qui a su un petit peu nous connecter, parce que j'étais en recherche aussi de profils un peu comme toi, dans le domaine des RP, dans le domaine un peu management, mais aussi en tant qu'agent d'artiste. Ouais. Tu nous expliqueras aussi, parce qu'il y a plusieurs hiérarchies, agent, manager, etc. Mais moi aujourd'hui déjà, et c'était volontaire, je voulais un peu que tu nous parles de ton parcours. Ok. Que tu nous parles un peu de ton parcours. Atypique, rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. N'oublie pas, c'est du format conversationnel, donc encore une fois, c'est un échange. Oui. Ok, donc ça peut te permettre à toi aussi d'être dans la conversation tranquillement et qu'on puisse aborder tout ça. Bah, avec plaisir, surtout que tu vois, comme je te disais tout à l'heure, j'ai un profil et un parcours qui n'a strictement rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Ouais. J'ai fait une école d'art et design, du textile, j'ai fait 1 année parce que les cours c'était pas trop pour moi. Après j'ai fait un bac pro SAPAT, service aux personnes et au territoire. Donc c'était vraiment... Je connais pas du tout. Rien à voir, c'est tout ce qui va être un peu comme l'ADSEM, c'est accompagner les personnes âgées, les enfants. ASSP. Un peu, ouais, mais c'est pas le même projet. Auxiliaire de vie, tu vois, vraiment auxiliaire de vie. Et je me suis rendu compte que c'était pas pour moi non plus. T'avais quel âge à cette période-là? J'avais quoi, 18? Attends, bac pro, ouais, 17. J'ai arrêté, j'ai fait 1 année. Ouais. On m'a virée parce que j'étais trop énergétique. Et, du coup, j'ai arrêté. 18 ans, je suis venue à Paris parce que moi, je suis de Reims à la base. Ok. Petite ville de Champagne. T'es dans centre-ville même ou... Parce que je suis déjà allé plusieurs fois. À côté, ouais. Okay. Je sais pas si tu vois la rue de la Cathédrale. C'est ça, mais moi, je vois la cathédrale, justement. Et ben, la rue qui est juste en face de la cathédrale, j'habitais à côté. Ah oui, donc ça va plutôt bien. plutôt Rémois centre. Ouais, non, top. Mes parents ont mis un point d'honneur à vraiment nous donner 2 éducations, de savoir s'adapter. Ouais. Parce que mon père était marocain-mauritanien et ma mère est guadeloupéenne. Donc déjà, c'était un choc de culture, tu vois. Et arriver dans une ville où, à l'époque, on n'était pas super ouvert sur le métissage ou sur des ethnies différentes, à nos époques, à l'époque où j'y étais. Ouais. Donc, ils ont voulu faire en sorte qu'on s'adapte et qu'on puisse faire la part des choses. Parce que c'était important, l'adaptabilité, si t'en as toujours besoin. Et ça veut dire, t'as quitté à quelle période, du coup, pour venir sur Paris? C'est bien après? Ouais, 18 ans. Je suis partie. Mon frère est parti d'abord à Paris. Et j'ai dit, j'en ai marre de Reims. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Parce qu'en soi, il n'y a pas énormément de choses quand t'as pas trop d'études, quoi. Parce que là, du coup, pour revenir au bac, t'as passé le bac? J'ai pas passé le bac. Ah, tu l'as pas passé, du coup? Je n'ai ni le brevet ni le bac. T'as boycotté... On m'a boycotté. Ah oui, c'est vrai que c'est l'école qui... C'est l'école qui m'a boycotté. En plus, Reims, bon, c'est peut-être un cliché, mais il n'y avait pas masse d'écoles dans ton domaine. Non, il n'y a pas grand-chose à Reims. Il y a une grande école de Reims Management School. Qu'on connaît, ouais. Que tout le monde, voilà. Et après, sinon, t'as pas grand-chose. Ouais. Lycée, après le lycée, soit tu pars, soit tu fais une école de commerce ou tu deviens œnologue. Tu fais des trucs dans le Champagne ou autre. Ouais, c'est un peu le cliché. C'est le cliché, mais c'est vrai. Mais mais c'est réel et c'est top. C'est top que ça reste aussi comme ça, d'un point de vue culturel et tout. Ouais. Tu y retournes un peu depuis? Ouais, de temps en temps. C'est pas loin après, hein. Ouais, de temps en temps. Une petite heure et demie. Ouais, 1h30, 45 minutes, c'est le TGV, c'est du direct. J'ai un cousin qui est encore là-bas. Ouais. Et une tante aussi qui est... Donc ils viennent plus sur Paris. Ouais. Honnêtement, il y a plus d'opportunités. Si tu veux faire un truc Reims, c'est bien. Hein. J'adore, hein. Je suis fière d'être rémoise. Mais t'as pas grand-chose. Combien d'habitants, juste comme ça, là? Je sais pas, 100 000. 100 000? Même plus, je pense. 100 000, tu vois, c'est Saint-Denis. C'est un peu plus que Saint-Denis, je pense. Saint-Denis, on est à 115, 120 aujourd'hui, tu vois. Donc, c'est une petite ville d'Île-de-France, quoi. Exactement, parce que moi, j'appelle ça c'est le 21e arrondissement, limite, parce que c'est vraiment accessible, c'est à côté. Et puis, il y a beaucoup de Parisiens qui vivent à Reims et qui travaillent à Paris. Parce que c'est pas le même budget. Et même la qualité de vie, je pense. La qualité de vie, c'est incroyable. Moi, j'avais visité, c'était top. Tu manges bien, les gens, c'est safe.
c'est une autre mentalité, t'as pas de stress, déjà parce que t'as pas de transport. À 22h30, tout est fini. Ouais, donc tu t'organises comme ça, c'est soit la voiture, soit rien, quoi. Soit la voiture, soit rien. Ou alors tu marches. Ok, et du coup, toi, c'est à quel moment donc là que t'arrives sur Paris? Enfin, qu'est-ce que tu fais après ce bac du coup que t'as pas passé? Que j'ai pas passé. J'ai eu une petite période à vide où je me faisais booster par mes parents en me disant il faut que tu fasses un truc parce que ok, il se passe ça, mais il faut se relever parce que je savais vraiment pas ce que je voulais faire. Du coup, c'est trop drôle. Mon frère était parti à Paris. Moi, à 18 ans, j'ai dit ok, je pars à Paris, je pars vivre chez lui à Châtillon, dans une chambre de 20 mètres carrés, même 20 mètres carrés, 15, 10 mètres carrés, je sais pas la notion. Non, c'était petit, hein. Châtillon. Je décide de reprendre un bac pro. Et là, je fais un bac pro service à la personne. Parce que j'étais vraiment dans le social à l'époque. J'aimais aider mon prochain et parce que je pense que on a tous besoin d'une main tendue. Et j'avais envie d'être cette main tendue pour quelqu'un. Et c'est beau parce que ça fera le lien, on en discutera, mais ça fait le lien avec aujourd'hui. Exactement. C'est pour ça que je dis souvent Dieu est grand parce que ce que tu donnes, on te le redonne parfois en 1000. Et donc je reprends un bac pro et je me dis, mon frère il me dit écoute, je te laisse 1 an maximum où on vit ensemble parce que mon grand frère, on est là, il y a qu'une pièce et tu dois travailler en même temps. Du coup j'ai repris l'étude, donc je faisais un bac pro service à la personne, une formation service à la personne. Et je travaillais au McDo en même temps. 20h 1h du matin McDo, 9h la formation, 9h 18h. Et le rythme? Franchement, ça allait. Et ben, tu sais quoi, ça a été une super bonne école. Ça m'a appris à me battre parce que pas foncièrement facile de vivre avec son grand frère, aussi un aspect religieux, d'arriver dans une ville où je connais personne, où c'est un autre mindset. Les gens sont speed, les gens sont d'une autre mentalité. Moi, je viens de ma petite campagne, voilà. Mais ça m'a beaucoup appris. Et surtout la volonté de il m'a donné une deadline, quoi, faut que je parte. C'est un moment. Il t'avait donné combien de temps juste comme ça? 1 an, ça va, en 1 an j'avais le temps de finir ma formation et de générer déjà des fiches de paye au McDo, etc. J'ai même mis moins, je crois que j'ai mis 7 mois à partir dans la même résidence que lui, du coup. C'était la base, j'avais personne, il fallait aussi que je reste avec quelqu'un. Mais du coup, socialement, t'as réussi à, je sais pas, captiver l'attention du gardien pour qu'il te file un appart frère. ou non? C'est ton Mon frère, il aimait beaucoup, le gardien et lui s'entendaient très bien. Parce que c'était un peu une résidence, c'était pas étudiante, mais comment on appelle ça? Un foyer, un LJT, foyer jeune travailleur, ou logement jeune travailleur. Du coup, c'est vraiment une gestion en interne. Et c'est soit ils mettent une annonce et tu viens, soit... Donc avant l'annonce... il y a quelqu'un qui parle. Tu peux ma soeur, elle cherche un appart. Je connais pas non plus énormément. J'étais à 800 € chez McDo, même pas. Fin du mois, je mangeais chez mon frère tous les soirs, quoi. Tu mangeais McDo, ça c'est juste pour la petite aparté. On mange McDo quand on est salarié McDonald's? On mange McDo quand on est... Que ça. Tu manges bien. Tu sais que t'as non, mais j'avais vu des reportages et tout. Ils disaient j'ai pris du poids parce que je suis plus fatigué parce que je mange que ça. Mais réel. Puis en apport nutritif, laisse tomber, il y a rien de... Il y a pas grand-chose. Rien. Et puis après, moi, je prenais pas trop de poids parce que je travaillais de 20h à 1h et la journée, j'étais en cours. Après, je partais, je revenais. Oui, je pense que t'étais plus... c'était des horaires où c'était le rush. Du coup, tu manges avant. T'arrives un peu avant si t'as le temps. Sinon, après, à 1h, t'as tous les restes que tu peux prendre. Et qu'est-ce qui s'ouvre à toi au moment où t'as cet appart? T'es enfin indépendante, t'as pris 7 mois à t'adapter, etc. T'as mis peut-être un peu de côté, ou en tout cas, t'as passé ta formation, c'était le plus important. J'ai eu, d'ailleurs, je suis diplômée, j'ai un diplôme d'auxiliaire de vie. Waouh. Que je n'ai jamais exploité, on va se le dire. Ce qui s'ouvre à moi, c'est que j'ai fait des rencontres incroyables. Une fille, notamment à Lima, qui m'a plus âgée que moi, la trentaine, parce que j'étais encore jeune, et c'est des formations où c'est très cosmo. T'as du très jeune et du plus âgé, qui m'a beaucoup aidée à prendre un peu confiance en moi à Paris et à pas avoir peur de tout ce qu'on pouvait nous dire. Tu sais, quand tu viens d'une petite ville, on te dit Paris, faut faire attention, les gens sont un peu... fais pas confiance, c'est dangereux, plein de choses. Donc j'ai rencontré des gens, j'ai fait des rencontres qui m'ont beaucoup aidé, même encore aujourd'hui, des gens que je côtoie toujours. Et McDo, j'ai rencontré Jarod, je sais pas si ça te parle, qui était dans les sessions d'assaut, qui a été un très bon ami pendant une bonne période et qui m'a un peu mais qui m'a fait découvrir l'industrie de la musique. Ça a été mon premier pied dans l'industrie de la musique.
Ok. Et du coup, toi, donc, tu quittes McDonald's à ce moment-là? Alors, je finis la formation. Je quitte McDo. Je décide d'aller faire un tour du monde avec ma meilleure amie. On s'était donné 1 an pour partir faire un tour du monde. Et on a fait le Maroc. Et on est revenu. On n'était pas prêtes. Ouais. On n'était pas prêtes. On est parti 3 mois parce que c'était le maximum. Quand tu pars en Afrique, c'est 3 mois max. Ouais. On est parti avec notre sac à dos et tout. Hein. On postule, je me souviendrai toute ma vie, on postule à la mission locale de Châtillon, là où du coup j'habitais. Et on se dit, écoute, le premier pays qui nous répond, on y va. On avait fait Sénégal, Côte d'Ivoire et Maroc. Ouais. Et ben on est parti au Maroc. On est parti à Fès et on est devenu prof dans une école Jean Moulin, qui s'appelle. Évidemment. Ouais, on est devenu prof et ADSEM. Et on est resté... mais après, c'est tout et n'importe quoi. On est resté 2 semaines. Après, de Fès, on décide d'aller à El Jadida, petite ville. On est parti aussi avec un peu de pécule, hein, du coup, de McDo, et elle faisait ses trucs. Et ouais, franchement, une bonne expérience. Et moi qui suis marocaine, c'était la première fois que je partais au Maroc. Ouais, c'est-à-dire marocaine, mauritanienne et guadeloupéenne, du coup, de ma maman. De maman, ok. Ouais. Point commun. T'es guadeloupéen aussi? Ouais. Ah ouais? Maman guadeloupéenne et père breton, donc... Ah, mais c'est énorme. Mais Anto aussi, d'ailleurs, père... non, ouais, bon. Ouais. Ah, ok. Énorme. On est partout, les Guadas. Ouais, non, mais c'est ça. Et franchement, non, c'est bien. En plus, sur les mix un petit peu comme ça, parce que mix culturel, hein, ça aide aussi à se forger. Je pense que tu vas aussi... en parler, peut-être un peu la force qu'on peut avoir. Ouais. Mais ça peut aussi créer... Ah ouais. Là, c'est deux ethnies complètement différentes qui ont une façon de vivre complètement différente. Ouais. Donc ouais, c'était à la maison, on mangeait... Ah ouais, c'était... Ouais. Et toi, comment du coup, t'as commencé à mettre un peu les pieds dans... Je pas envie de dire l'accompagnement, mais qu'est-ce qui s'est passé, toi, les 3, 4, 5 dernières années après McDo, le temps que tu te construises vraiment en arrivant aujourd'hui Ouais, je reviens avec une espèce de... Je vais tout manger. Ouais. En fait, on est parti en sac à dos, on a découvert le monde, il nous arrivait des galères. Maintenant, on s'est fait courser par un mec avec une hache, des galères incroyables. Vous avez bossé aussi là-bas en plus. On a bossé là-bas, on a fait du centre d'appel là-bas. Quand je reviens, je dis écoute, je veux plus ne rien faire. J'ai besoin d'avoir un but, un objectif. Parce que dans la vie, pour moi, si t'as pas d'objectif, bah tu sais pas où tu vas. T'as pas de ligne directrice qui va te dire je vais faire ça pour arriver à ça. Ouais. Je reviens, je dis je bosse. J'ai bossé pour l'URSSAF à Bagneux en tant qu'au téléphone. Je fais beaucoup de prospection de téléacteurs, prospectrice. Ouais. C'est un peu les métiers quand t'as pas trop de diplôme que tu prends... Ils veulent que tu phones, donc si tu t'exprimes plutôt bien... ça passe. Ouais. Tu te dis, vas-y. Et pendant que je bossais de la prospection pour je sais plus comment ça s'appelle, du photovoltaïque et aérovoltaïque, des panneaux solaires. Ouais. Je vais en boîte sur les quais de Seine, un bateau. Et il y a un mec dans cette boîte qui distribuait des flyers. Shaggy. Mon mentor aujourd'hui, c'est l'instigateur de tout ce que je suis aujourd'hui. Et je lui dis systématiquement, aujourd'hui, si j'en suis là, c'est grâce à toi. En fait, moi, un peu très sociable, je pars le voir, je lui dis mais c'est quoi et tout. Et il me dit oui, j'essaie d'ouvrir mon agence, je veux la montrer, enfin la faire découvrir au plan public. Et la boîte, c'est le meilleur moyen pour découvrir des profils, donc avoir des mannequins, mais aussi découvrir des gens qui ont des marques ou quoi et qui ont besoin d'agence. Je dis bah écoute, c'est quoi, je vais t'aider. Il me donne ses flyers, je distribue. Et je lui ramène plein de gens. Et à la fin de cette soirée, il me dit « Écoute, toi et moi, il faut qu'on reste en contact. Je sens qu'il y a des choses à faire. » Et il s'avère qu'aujourd'hui, Sharpé Casting est une agence qui est prospère, qui existe maintenant depuis 6-7 ans, je pense. Et lui c'est mon premier pied dans l'industrie de l'art, on va dire, parce que tout ça, c'est un art. Et j'ai été agent d'abord de Sharpé Casting, agent artistique dans le domaine de la mode. Je ramenais des mannequins, on essayait de négocier avec des marques, on prospectait les marques. Et moi, la prospection, je savais faire parce que j'avais fait. Et ouais. Et il m'a... Waouh, tu sais que quand je parle de lui, je me dis, c'est limite quelqu'un qui m'a sauvée sur mes objectifs. Je lui serais ad vitam aeternam redevable. Vraiment. Parce que j'étais perdue, je savais pas vraiment quelle était ma voie. Ouais. Je me donnais des objectifs, mais ils étaient pas conscients. Ouais, le retour du Maroc, en gros, t'avais envie de faire, mais tu savais toujours pas ce que tu voulais faire vraiment. Ça, c'est le problème quand on aime pas mal de choses, on est attiré par plein de choses.
faut trouver un peu, alors sa zone de génie, c'est un grand mot, mais... J'aime bien la zone de génie. Ouais, non, mais c'est justement là où tu te sens le plus efficace. Et si en plus tu as quelqu'un en lien avec cette zone-là, tu vois, ça peut connecter. Ah ouais. Il t'a sauvé, mais c'est toi aussi. Qu'est-ce que tu faisais là autour? T'allais en boîte de base ou t'es... J'allais en boîte de base. Okay. Et parce que j'étais dans la boîte, c'est que j'ai distribué des... mais c'est pour ça que ce mec a dit, mais il me l'a toujours dit, il m'a dit, quand je t'ai vu, j'ai dit, cette meuf, elle a du potentiel incroyable. Ouais. Parce que je suis pas quelqu'un de stressé, je peux aller parler avec n'importe qui, issus de milieux, horizons différents. Pour moi, je mets tout le monde sur le même piédestal. Ouais. On est tous humains avant tout. Et ouais, ça m'a... Et ben, du coup, de là, pendant 1 an, j'ai travaillé. Je lui ai dit, écoute, donne-moi l'opportunité de travailler pour toi. Me paye pas, rien. On est juste... Laisse-moi te prouver ce que je sais faire. Encore aujourd'hui, on est ensemble. Il m'a fait bosser sur des campagnes incroyables. J'ai rencontré des gens incroyables. Des gens j'ai même pas les mots pour décrire ce que cette personne m'a apporté. Vraiment. Est-ce que ce milieu, parce que du coup, j'arrive, t'imagines, je passe de la province à Reims, bottes de cow-boy, habillée dans les champs avec mes copines et tout, à venir à Paris, à me retrouver sur des événements, à côtoyer des gens. Ouais, parce que toi, du coup, t'as parlé d'art. Ouais. Tu touchais, enfin, l'agence aujourd'hui ou même avant touchait à quoi? Une agence de casting. En fait, l'idée, c'est qu'on a des marques, on a des mannequins et on fait un melting pot des deux. Ouais. C'est la marque, je vais parler de Kenzo parce que c'est le dernier qu'on a fait. Kenzo demande, je veux 3 profils, tel type de profil. Elle demande ça à plusieurs agences. Hein. Envoyez-moi vos profils et pour faire un spot pub, pour faire un spot, peu importe. Donc en fait, c'est une mise en relation. Et ils prennent quoi qu'il arrive le trio de la même agence ou ils peuvent piocher un peu partout. Ok, ouais. C'est une marque a des besoins et on répond à ses besoins. Ok. Et du coup, vous êtes rémunéré en fonction de ce que vous amenez, etc. On est rémunéré en pourcentage ou pourcentage de la marque ou pourcentage du mannequin, ça dépend. Ok. Et toi, c'est quelque chose tout de suite, ça t'a passionné. Est-ce qu'on peut rattacher à cette période-là et aujourd'hui, parce que c'est la même, hein, tu fais exactement le même métier. Ça, c'était quand d'ailleurs la ref anecdote Attends, on est parti en 2017. Attends, j'avais quel âge? Je suis allée date et moi. Shaggy, je l'ai rencontré, je devais avoir 21. Parce que je suis partie à mes 18 ans, Paris, 19 ans. Ouais, 21 ans, c'était il y a... Ah ouais, j'allais dire 24, mais en fait, j'ai 30 maintenant. J'ai 29 ans, je suis restée bloquée dedans. Mais... Ah ouais, c'était il n'y a pas si longtemps. Il y a 9 ans. Ouais, 9 ans. Ok. Ouais. Ouais, je donc me date, hein. Donc ça fait un moment déjà que t'es dans le domaine. C'est vrai que moi, j'avais dans l'image, là, 5 ans. 5 ans, c'est Daddy, je l'ai rencontré. L'artiste pour lequel je travaille dans la musique, je l'ai rencontré il y a 5 ans. Ouais. Shaggy, je l'ai rencontré, j'avais 21 ans. On a mis du temps à bosser vraiment ensemble. C'est beaucoup de rendez-vous. C'est aussi le temps qu'il veuille bien m'accorder à l'époque. Ouais. Donc lui, je pense que ça fait 7-8 ans que j'ai commencé vraiment à bosser avec lui. Et c'est quoi le quotidien, tu vois, quand tu travailles un peu dans les agences, en tant qu'agent, où tu dois ramener quand même du business, en même temps peut-être gérer certains artistes ou mannequins dans votre cas? Franchement, c'est dur. Déjà, c'est beaucoup de réseautage. C'est beaucoup d'événements. C'est aller à beaucoup d'événements parce qu'avant, tu sais, on trouvait les modèles dans la rue, on leur disait, écoute, toi, t'es belle, viens dans notre agence. Ça, c'était l'époque de Elite et tout. Ouais. C'était du casting de tête, casting de rue, je sais plus comment ça s'appelle. Chasseuse de tête, ouais. Exactement. Le quotidien, c'est démarcher des marques, leur dire, écoutez, on est là, se montrer, aller à plein d'événements pour parler de notre agence, avoir des mannequins qui sortent de l'ordinaire, des mannequins typiques, parce qu'on veut donner la chance à tout le monde, donc c'est un peu notre force. Je te laisserai regarder ce qu'on fait. Avec plaisir. Et réseautage. Disponibilité, c'est du H24. Hein, c'est un dimanche, on t'appelle, t'es là. Et avoir un portefeuille client et mannequin important. Et pour ça, c'est sortir, événements, rencontrer des gens, être là où on t'attend pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui voient cette vie-là ultra attirante parce que vous êtes dans le strass et paillettes toute la journée, etc. Avec peut-être un soir sur 2, un event auquel aller. Sauf qu'on ne voit pas de l'autre côté. C'est vous y allez pour marketing, pour vous montrer aussi votre... ce qu'on fait, qui on est. Votre profil, entre guillemets, hein, que vous accompagnez, mais c'est aussi pour bosser. Ouais, évidemment. Et toi, du coup, ça veut dire, si tu devais résumer un peu la semaine là, du RP, je sais pas si on peut... Ouais, on peut.
La semaine du RP, pour toi, ça serait quoi? Le lundi, là, lundi, 8h, office. Du lundi au dimanche, du coup. Ouais, du lundi au dimanche, il n'y a pas de jour off. Et je veux revenir là-dessus parce que c'est très dangereux. Tu sais, moi, je suis beaucoup sur les réseaux, j'utilise beaucoup Instagram parce que je poste un peu toute ma vie. Et souvent, on me dit, mais t'as l'air d'avoir une vie incroyable. Mais déjà, j'ai fait beaucoup de sacrifices, hein. On en parlera, mais moi, j'ai fait beaucoup de sacrifices dans ma vie privée pour atteindre un niveau de vie où, même encore aujourd'hui, je fais des sacrifices. Donc c'est vrai, c'est strass et paillettes, mais il y a tellement un envers du décor, c'est les problèmes et tout. Enfin, c'est pas tout ce qu'on voit aussi, la façade, c'est en façade, parce qu'il y a aussi un derrière la scène. C'est ça, mais c'est pour ça que je l'évoque aussi, c'est que t'as beaucoup de gens qui nous regardent, qui soit sont en âge du coup encore dans les études, soit sont en âge de se poser des questions sur l'avenir, ou soit sont en âge de changer de vie. Oui, Et c'est vrai que quand on bosse dans les RP et qu'on est tout le temps invité un peu partout, fashion show, etc., entre autres, ça attire l'œil parce que forcément, on lit la Fashion Week aux stars de notre enfance. Mais moi aussi, Netflix, tu vois, ça part dans tous les sens. Donc mais la première Fashion Week, je te dis là, j'étais stressée déjà. Est-ce que t'es bien? Est-ce que tu vas pas te dénoter au niveau de la tenue? T'arrives, t'es assis à côté d'Aya Nakamura, tu vois derrière il y a SCH. C'est des trucs où tu te dis waouh, je suis là. Et après, tu te rends compte que t'es juste là, que c'est un moment, ça dure 10-15 minutes et que derrière, tu repars à ta vie. Ouais. Et c'est là où tu arrives à créer du réseau, être en mode networking, malgré ces événements-là où tout le monde est sollicité de partout. Ouais, mais justement, je voudrais en revenir après parce que ça va être une cohésion avec mon domaine dans la musique. Là où La semaine de RP, c'est simple. Le lundi, assez tôt, tous les jours réveillé 7h, 7h30. Je vais en office, on fait pour 8h. On fait un peu... parce que plus c'est tôt, plus tout le monde est disponible. Après, dans la journée, tout le monde fait ses trucs. On fait réunion, savoir un peu ce qu'on va faire, nous donner les objectifs de la semaine, parce qu'il y a beaucoup de démarchage, il y a beaucoup d'offices où tu vas démarcher les marques, tu fais des rendez-vous, tu vas chez les marques, parce qu'elles ne se déplacent pas, évidemment. C'est de l'organisation. Ensuite, tu as shooting en fonction des semaines. Un peu partout, tu te déplaces. En fait, c'est de la coordination. Tu es là pour t'assurer que les mannequins que la marque a bookés soient là, à l'heure, pas fatigués. Parce qu'on a souvent, ils sortent de soirée, ils arrivent, ils sont fatigués, ou alors ils sont pas... en fait, c'est toujours gérer une bonne image et gérer la relation entre ton agence et la marque pour qui tu bosses. Ok. Et moi, parce que j'interviens sur ça, mais c'est pas tous les jours. Hein, c'est pas tous les jours. T'as pas tous les jours des opportunités, pas tous les jours des offres ou des collaborations. Donc du coup, j'ai le fait de King Daddy Odd, donc l'accompagner en tant qu'agent dans la musique. Et ça prend vraiment une grosse partie de mon temps et de mon énergie. Ok, parce que du coup, qu'est-ce qui t'a attiré, toi, sur cet artiste-là en particulier? Pourquoi, du coup, t'es arrivé... t'avais ce quotidien, du coup, en tant qu'agence de mannequins, etc. Je suis directrice artistique de Sharpay Casting. Ok. Ah, donc t'es passé... ouais, depuis, j'ai commencé en tant qu'agent et depuis maintenant, je suis directrice artistique de Sharpay Casting. Waouh. Ça a l'air d'être... Moi, quand j'ai eu l'intitulé, je me suis dit, ouais, quand même, je suis quelqu'un. Je te dis waouh professionnel. C'est le waouh professionnel. Tu vois, tu vas nous parler du perso après. Mais c'est le waouh professionnel, parce que forcément, dès qu'il y a les termes, fiche de poste, directrice artistique de la maison, etc. J'ai appris que les mots avaient leur importance. Quand ils me présentent, ils disent, c'est notre directrice artistique. Et je me dis, ah ouais. Les gens se redressent, tu vois. Je me redresse, je me tiens droit, je me dis, ah ouais, quand même. Mais ouais. Qu'est-ce qui m'a plu? Je le connaissais pas. Je vais te dire, ma mère vivait en Guadeloupe. Et elle travaillait avec sa sœur à l'hôpital. Et lui, il était un peu en transition. Il avait une équipe avec laquelle ça se passait très mal. Ils étaient en pleine séparation et il cherchait quelqu'un. Moi, je connaissais pas du tout l'industrie de la musique vraiment en tant que manager. Je connaissais des gens dans la musique, mais je connaissais pas ce que c'était d'accompagner un artiste. Ma mère, elle lui a dit, écoute, j'ai ma fille, elle est motivée, elle est agent dans une agence, elle a du temps, elle a de l'énergie, est-ce que tu voudrais la rencontrer? Elle connaît rien au business. Hein. À l'hôpital? Ouais, à l'hôpital. Non, en fait, sa sœur travaillait avec ma mère en Guadeloupe, à l'hôpital de Guadeloupe de Pointe-à-Pitre. Ah, la sœur de l'artiste. Excuse-moi, c'est vrai que je parle comme si... Alors, ma mère travaillait à l'hôpital de Pointe-à-Pitre avec la sœur de Daddy Odd. Voilà. Il s'avère que la sœur de Daddy Odd ils se sont tous rencontrés et il lui a un peu expliqué son parcours.
Wow. De là, ma mère lui dit ça et il dit pourquoi pas. Après, c'était, je sais pas si je peux me permettre de dire ça, mais c'était très compliqué dans sa carrière. Il avait plus rien. Il y avait plus de dates, il générait plus d'argent. Il avait besoin peut-être de remettre, de réactiver la flamme, quoi. D'avoir quelqu'un qui soit motivé et qui y croit. Ouais. Moi, ma mère, elle me dit ça, je dis, mais attends, maman, c'est compliqué. Oui, parce que forcément, toi, tu te dis musical. Bon, qu'est-ce que je peux lui apporter ? À côté, tu vois justement des pointures en France, rap français, etc. Tu te dis, c'est peut-être plus ton mood de base. Ouais, moi je suis très férue du rap français. Hein. Et forcément, là, quand c'est un artiste qui est plus âgé que la moyenne. Ouais, qu'est-ce que je peux lui apporter ? Moi, petite nana qui connaît pas tout, qu'est-ce que je peux lui apporter ? Et en même temps, challenge de ouf. Et c'est ce que j'allais dire. Et en même temps, ça m'a challengée. Moi, j'aime trop les challenges. Ah Moi, me dire, tu vas pas y arriver. Je vais faire et encore plus, tu vois. Et on échange beaucoup par téléphone. J'ai commencé à reprendre ses réseaux. Ouais. À la base, j'ai commencé step by step. J'ai commencé à reprendre ses réseaux. Parce que c'était un peu tout et n'importe quoi. Même lui, tu lui demandes aujourd'hui, il va te dire, ça n'a rien à voir avant et maintenant. J'ai commencé aussi à faire du réseautage sur ses réseaux, à envoyer ses liens. C'est vraiment, c'est du mailing. Envoyer ses liens, le faire, dire il est là, etc. Et après, c'est venu, bout à bout. Il a vu que ça marchait. On a vraiment commencé en tant qu'agent 1 an après. Parce que pendant 1 an, on avait encore cet accord avec tout le monde. C'est regarde ce que je peux valoir. Et après, on met en place un accompagnement financier, etc. Ouais. Mais Yod, c'est l'une de mes plus grosses fiertés. Hein. Et ensemble. Hein. On part de plus de dates de concert. On a fait l'Élysée-Montmartre. Qui, pour les gens, ça peut paraître rien, mais à 60 ans, quand tu viens, tu passes d'une 2-3 ans où tu fais plus de dates, tu reviens, tu fais l'Élysée-Montmartre, captation TV avec France Télévisions, film documentaire sur lui. On a fait une tournée médiatique que j'ai managée de A à Z, seule, avec lui évidemment, mais tournée médiatique, on a fait la Guadeloupe, on a fait Martinique, on a fait Saint-Barth, on a fait Maurice, mais c'est, je crois, le film documentaire sur lui. Ça, on a pleuré hein, à la fin, stress incroyable, toute l'équipe et tout. Et on s'est regardé, on s'est dit, tu vois, 2-3 ans après, on y est, quoi. Ouais, et rien n'est impossible, même quand on pense, tu vois, qu'on est... Parce que lui, en tant qu'artiste, il se sentait comment ? Délaissé, parce que tu m'as dit, ils étaient en train de se séparer, lui et son équipe. Mais est-ce qu'il arrivait à se projeter toujours dans le monde de la musique, à facturer dans le monde de la musique ? Non, moi, il me l'a dit hein, plusieurs fois. Il dit, mais qu'est-ce qu'à 60 ans je vais faire si la musique, c'est plus là ? Parce qu'il a été quand même l'instigateur, il est l'instigateur du ragamuffin en France. Hein, c'est le premier qui a apporté ce sound system. C'est un mec qui est issu du sound system, c'était quelqu'un vraiment dans le dur. Et il y a aussi, on a eu aussi, je me dois de le dire, il m'a dit d'ailleurs avant de venir, il m'a dit, t'oublies pas hein, d'en parler. Hein. Moi, je voudrais aussi remercier Kalash et Clara, parce que on a eu une période où on n'avait plus trop de choses. On sortait des sons, ça marchait pas. Ouais. On se regarde, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait ? Parce que lui, il vit de sa musique. Hein. Il n'y a pas de concert, il n'y a pas de date, il n'y a pas de rentrée. Et on reçoit un appel et Kalash qui nous dit écoute, je te veux sur la scène des Flammes. Première édition, je veux que tu viennes sur cette scène. Première édition des Flammes. Hein. Et bon, on y va. Et en fait, c'est une presta qui a été saluée par le public. Moi, je vois encore Stomy Bugsy, Mac Taylor se lever et faire une standing ovation, tu vois, sur Delbar. Et incroyable. Et après ça, téléphone il sonne, les réseaux, on nous appelle, parce que c'est ça hein, la vie d'artiste, c'est quand tu fais une scène qui est marquante, et ben surtout la première. La première qui avait été critiquée parce que l'organisation, etc. Moi j'avais eu vent de tout ça, mais de qui venait aussi cette désorganisation et médiatique aussi. Hein. Ouais. Parce que y a d'autres médias que ça intéressait pas forcément de mettre en avant. C'est ça. Et c'est une population, tu vois, qu'on ne voit pas trop. Mais c'est pour ça. Hein. Faut pas le dire. Hein. Non, on va rien dire. On est tous au courant de ce qui. Mais c'est pour ça, Johan Pratt, qui est le créateur
le fondateur de Yard, c'est tout ce qu'il a voulu mettre en avant. Il a dit, en France, on a des récompenses, on a les NRJ, etc. Mais quelles sont les récompenses pour les artistes de l'industrie du rap ou qui sont d'ethnies différentes? Ouais, c'est ça, population diverses et variées. Ouais. Populaire, milieu populaire, clairement. Et je pense que très peu de gens y croyaient, hein, nos flammes. Et l'ambiance aussi interne, elle était... Tu sais, tu mets plusieurs artistes avec des niveaux... C'est dur de faire matcher. Il y a l'ego. Des égos. Moi, surtout l'ego qui me... Dans le rap, là, il y a... Ah ouais, l'ego, la première année, l'ambiance, elle était différente. Puis c'est ferme au public. Ouais. C'est ferme au public. Il y a que des artistes et leurs managers et... l'entourage. Ouais. J'avais envie de raconter quelque chose, mais je sais pas si je suis légitime de le raconter, parce que c'est une anecdote qui s'est passée en interne et où on a vraiment vu que l'artiste a un ego. Ouais. Et ça a mis... En fait, vous, à la télé, on le voit pas, mais ça a mis un froid terrible dans toute l'audience. Il y avait... Dis-moi, je l'ai peut-être. Il y a un artiste dont je tairai le nom. Je suis hypé, là. Qui trouvait que sa place... on le mettait pas sur son piédestal mérité. En termes de rangée. En termes de rangée. Tu sais, plus t'es devant, plus on considère que t'es quelqu'un d'important. Et quand il y a eu la remise de prix allait se faire, il a refusé de descendre tant qu'on le mettait pas sur le rang de devant. Et ben ils l'ont mis sur le rang de devant, ils étaient obligés. Mais ils ont dégagé. Et ils ont dégagé quelqu'un. Du coup, l'ambiance ils ont dégagé la personne là qui a un ego incroyable et qui est partie. Elle a dit moi je pars. On taira le nom sur ce micro. Mais elle-même, ça a mis un froid incroyable. Première édition, ça. Première édition. Ouais. Deuxième édition, c'était plus belle orga. Enfin, l'orga était vraiment... Là, on était sur la 3e cette année ou... Cette année, c'est la 3e. Ouais, 3e, ouais. Et mais je sais que 4, 5e et tout, ça va concurrencer les... Ouais. Les je sentais déjà cette année-là. Quand tu vois les prestats, Kalash, encore une fois aussi. Ouais. Kalash, il est sur scène, c'est quelqu'un. Hein. J'ai jamais été encore... jamais eu l'occasion, là, mais... Ah, mais tu sais quoi ? Non, mais ça se il sent. vit pour la scène. Sa femme, Clara, que encore j'affectionne, qui est une femme incroyable en termes... C'est une manageuse d'artistes. Elle te donne des... Elle m'a donné plein de tips, hein. Plein de tips. Parce que, moi encore, très jeune, tu prends des informations de tout le monde. Et Kalash, il vit pour la scène. Il vit pour son public. Il représente la Martinique. Moi, je suis fière. C'est ça. C'est ça, c'est qu'il représente. Il représente bien, en plus, à l'international. Hein. Et en plus, c'est quelqu'un d'humble. Encore une histoire, on le voit débarquer avec quelqu'un qui a une note. On est dans les loges, parce que du coup, première édition, on avait des loges partagées avec lui. Ouais. Il arrive et tout. Il a sa sécurité qui vient avec une menotte accrochée à une mallette. Ouais. Et moi, encore, tu vois, et en fait, le gars, sa sécurité était attachée à ses bijoux. Il ouvre la mallette, c'était tous ses bijoux. Ah ouais? Ouais, ça m'a surprise. J'étais là en train de regarder. Et bijoux, on parle de vrais bijoux, tu vois. Oui, je me doute, dans une mallette. Accrochée au poignet. C'était... Fake, quoi. Ouais. Ça m'a surprise. C'est un détail qui m'a assez surprise. Mais toi, tu penses, pour finir avec Kalash, mais tu penses que c'est Clara qui le déploie autant parce que moi, je vois, hein, et je la suis aussi, moi, personnellement, parce que... Pareil, j'aime son approche et tout ce qu'elle partage. En plus, j'apprends plein de choses. Hein. Elle est incroyable. Mais... Ah, je crois pas, c'est sûr. Il l'a dit. Il a dit qu'il il était en down, dépression et tout. Hein. Il parlait d'hospitalisation, je sais pas. Et en fait, il a dit, ma femme m'a sauvé la vie. C'était quoi? C'était période rouge et bleu, je sais plus. Je sais plus. C'est sorti de... Je sais qu'il y a des sons, l'époque... Non. J'allais dire Plaisir, tout ça, mais c'est pas... Non, ça c'était... Non, je sais plus bien avant, mais il y a une période où tu le voyais un peu plus costaud et tout, et c'était... il disait qu'il prenait des médocs et tout. Des médocs. Ah, il le dit, et moi je rêve d'un mec qui me met en avant comme il met sa femme. Hein. Ouais. Il l'aime et il est reconnaissant, tu vois. Tu les regardes, tu te dis, waouh, est-ce qu'on n'aspire pas tous à ça finalement? Parce que c'est l'artiste, mais il met en avant le manager, tu vois. Mais c'est ça. Ils savent faire la différence pro machin, mais c'est un power couple. Il a plus besoin de ça. Non, il a plus besoin d'être mis en avant forcément. Donc jouer il donne. Il s'est donné. Hein, c'est un artiste qui s'est donné. Hein. Ouais. Il donne à tout. Il s'est donné. Il est reconnaissant et surtout, moi, ce que j'aime, c'est qu'il représente nos îles. Parce que c'est important. On a Admiralty en Guadeloupe. Ouais. Il y a Kalash en Martinique. Il y a Kalash qui est plus actuel, même si Admiralty est encore
encore pas mal présent. Il est d'ailleurs dans notre film documentaire avec Yod. On l'a interviewé, on est venu chez lui et tout. Ok, il faudrait que je regarde d'ailleurs. Ah bah je vais t'envoyer le lien. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. T'as pas regardé? Alors je suis là. Non mais je mettrai des commentaires, tout ça. Mais tu sais, volontairement aussi, parce qu'il faut savoir que ça s'est fait très rapidement avec Inès. Hein. Ouais, c'est vrai. Demain, demain, je dirais pas où, mais elle doit prendre l'avion, etc. Bon, on a essayé de faire les choses subtilement. Ouais. Et c'est vrai que c'est en l'espace d'une semaine, hein, finalement. Ouais, mais on n'a pas eu le temps, même moi, mais voilà, c'est une période là, fin d'année, etc. C'est un peu le rush pour tout le monde, et aussi pour toi, et forcément, on n'a pas pu se capter avant, parce que concernant les invités, moi, j'aime bien aussi, voilà, qu'on se rencontre une petite heure et demie, comme ça, on apprend déjà à se connaître, parce que c'est bien de savoir à qui on a affaire aussi. Ouais, c'est même important. pour l'invité, envers moi. Mais même moi, après, tu vois, moi qui suis pas très à l'aise, je suis vraiment la femme de l'ombre. Ouais. De base, je suis pas très à l'aise sur le fait de me mettre en avant ou d'être... voilà. Et j'avoue que c'est un bon exercice. Parce que tu mets à l'aise et que je suis là, j'arrive à... Ouais, et tu sais, comme on l'a dit, il y a 3-4 invités qui n'étaient pas aussi à l'aise. Et pour qui c'était la première fois, tu vois, face cam comme ça, avec un micro, podcast et tout. Ouais. Et c'est ça aussi qui me plaît dans mon approche à moi, à la table de l'insertion, c'est que je prends pas que des gens... Enfin, moi, ma target, c'est pas les gens qui brillent forcément, tu vois. C'est les gens, des fois aussi, qui sont derrière. Les gens qui veulent pas non, mais qui veulent pas se montrer et qui ont encore plus de choses à raconter que des fois les artistes. Hein, donc, c'était le principal pour moi, tu vois. J'ai des anecdotes incroyables, mais je les raconterai en off. En off, ouais, je préfère aussi, même pour toi. Et moi, je trouve au chômage. Mais toi, par exemple, quand t'es arrivé aux Flammes, en termes de légitimité, être raciste, parce que tu m'as dit, les fashion shows, tout ça, bon, tu vois... Mais là, tu sais que voilà, on t'a dit, on t'a briefé, ça dure 15-20 minutes grand max. Après, les gens partent aussi vite qu'ils sont arrivés. Ouais. Enfin, partent plus vite que comment ils sont arrivés, parce qu'il n'y a plus de photos à faire, là. Ouais, c'est la fin, tout le monde rentre. Toi, comment tu t'es senti avec... là, c'est l'univers populaire, rap, etc. Mais j'étais quelqu'un. Je marchais tête haute et tout. Tu t'es mis, enfin, comment... En termes de préparation mentale, là. Ah, mais tu sais même pas. Alors, stress incroyable. Mais on a un petit rituel avec Yod, parce que du coup, il t'envoie un van et tout. On fait une prière tout le temps. Ouais. Parce qu'en plus, tu sais, moi et les photos, c'est ma target. T'arrives, ça te prend en photo et tout. Moi, j'étais... Première édition. T'as besoin d'être... Enfin, là, tu te fais shooter. Ah ouais. En plus, j'étais pas dans le thème. Ah ouais, j'étais hors thème. Ah, mais on peut shooter alors que t'as les yeux fermés. Ah ouais, c'est comme ça. Les gens sont en rafale, quoi. Ouais. T'arrives, on te prévient pas, t'es là, tu te dis, ah ok, d'accord. Et en plus, j'étais hors thème. Hors thème, mais carrément. Parce que c'est la tenue qui m'a... J'ai rien à voir dans le thème. Ils avaient donné un thème, on n'était pas au courant. On arrive. Je vois, on n'était pas censé être en couleur. Enfin, bref. Quand j'appréhendais un peu, après je me dis je ne le montre pas. Surtout quand t'accompagnes un grand homme qui est King Daddy Yod et que t'es jeune dans cette industrie, jamais montrer ton stress. Jamais, parce que sinon les gens te bouffent en règle générale. Et j'étais là, mon rôle. Le mettre en avant, l'accompagner, l'aider à aussi faire du réseautage. Moi je l'ai fait rencontrer, on a une belle photo d'ailleurs, on a fait le Met Gala version flamme. T'as tout le monde. Je crois que t'as Gazo, Tiako, Kalash. C'est une belle... La photo, elle est incroyable. Et réseautage. Parce qu'il y a un choc entre Daddy qui a 60 ans et nouvelle génération. Ouais. Kima, etc. Et du coup, je me suis dit, c'est la consécration de quelque chose. Si t'es invité, si on te reconnaît, on a encore réinvité cette année, consécration de quelque chose. Et le voir monter sur scène devant des gens qui, certains ne connaissaient pas Daddy Yod, tu vois, qui sont jeune génération du rap et qui aujourd'hui pètent. Ouais. Et comment justement, toi, t'arrives à plugger du coup King Daddy Yod sur toutes ces représentations, tous ces concerts, tous ces rassemblements, tu vois? Je passe ma vie au téléphone. Ouais. Je passe littéralement ma vie. Parce qu'on a parlé du quotidien il y a 5-6 ans, 7 ans. Ouais. Mais là, c'est vrai que le quotidien d'aujourd'hui, tu vois. Rien à voir. Rien à voir. Parfois, encore une fois, je suis quelqu'un de très humble. Mais je comprends les choses. J'ai eu un tournant dans ma vie et j'en remercie Dieu tous les jours de ce qui m'arrive. Mais j'ai mis beaucoup de choses de côté. Beaucoup. Je pense que c'est ce qui aussi a fait faille dans une relation passée que j'ai pu avoir. Ouais. Et je passe ma vie au téléphone. Je suis... c'est pas... très peu de personnes pourraient accepter d'avoir leur partenaire qui
voyage du jour au lendemain. Tu sais, là, je te parlais de la tournée qu'on est en train d'organiser. Elle s'est faite en une semaine. J'ai bientôt 30 ans encore. Je suis pas souvent là. Je fais des journées où parfois je rentre, il est 22h. Parfois, je rentre pas. Je reviens. Même moi, hein, j'ai des moments où on craque. Hein. Franchement, très souvent, le matin, ce que je racontais à Anto, le matin, je me regarde et je pleure dans mon miroir. Mais vraiment. Genre, je lâche tout. Ça m'arrive très souvent le matin, je me regarde et je suis en train de pleurer. Et après, je commence ma journée avec peut-être un peu moins de poids. Mais comment je manage ? Mail, événements. Tous les événements importants, moi, je fais en sorte qu'ils soient là. Parce que pour se montrer, il faut être vu. Beaucoup d'appels, genre de trucs, de visio, de gentillesse, de patience. Ouais. De présence. De présence, beaucoup de présence, c'est important. Vraiment. C'est-à-dire, toi, quand tu vas prospecter une marque, etc., faut, après l'envoi du premier mail, faut faire en sorte d'avoir le rendez-vous. Une fois que tu as le rendez-vous, y en a sûrement un deuxième, un troisième, parce que c'est pas les mêmes sujets et on aborde après l'aspect financier sur... Jamais au premier rendez-vous l'aspect financier. Oui, c'est ça, l'aspect financier sur la suite après. Et leur montrer. Parce que moi, j'ai un système où je suis beaucoup intermédiaire. Tous mes amis aujourd'hui vont me dire que Inès, elle m'a mis en contact avec ci, ça, ça. Je suis l'intermédiaire de tout le monde. Parce que du coup, du fait que je sorte beaucoup, il y a beaucoup d'événements, j'ai rencontré beaucoup de gens issus de milieux complètement différents. Et là, je te parlais du KSW, par exemple. J'ai fait un melting pot, j'ai ramené Kershak. Je ramène aussi des marques. Et en fait, c'est réseautage. T'amènes à quelqu'un quelque chose. Demain, si t'as besoin de ce quelqu'un pour quelque chose, il sera là. Parce qu'il sait ce que tu peux lui apporter. Et à l'inverse, moi, je sais aussi ce qu'il peut m'apporter. Et ça, tu le retrouves facilement ou pas ? Justement, quand tu plugues un peu les gens entre eux, etc., est-ce qu'ils te rendent l'appareil ? Ça dépend à quel niveau. Ça dépend. Il y a des personnes, c'est du one shot, elles sont bêtes parce que pour moi, c'est de l'investissement long terme. Tu penses avoir profité de quelque chose alors que non. Non, oui, c'est une soirée. Tu rentres chez toi, t'as tes j'aime, t'as tes commentaires, tes machins. Mais il faut voir sur du long terme. Ça t'a rien apporté à part les réseaux, c'est pas la vraie vie aujourd'hui. Oui, mais il y en a qui fonctionnent que là-dessus. Ouais, c'est vrai. Donc, toi, tu bases beaucoup sur la confiance, etc. Tes relations, justement, pour après amener tout ce que tu peux faire pour un artiste ou autre. Hein, parce que ça peut être... Je te raconte une anecdote. Du fait que Yod... j'appelle Yod Kinda Yod. Mais immiscé dans ce domaine de la musique, j'ai voulu me lancer. Et être agent d'un artiste émergent. Dont je tairai le nom aussi. Et je me suis vraiment démenée pour déjà lui faire une première scène. Il a estimé qu'en fait, il n'y avait pas assez de monde pour monter sur scène. Donc il est parti. Je l'ai invité, j'ai contact du coup radio, première radio. Il est arrivé 1 heure en retard. Et je me suis dit, est-ce que je peux pas me contenter de ce que j'ai et en essayant de développer dans un autre pas, donc notamment sur Nike, là où j'ai mis des billes, je vais arrêter. Je veux juste je reste comme je suis, ça sert à rien. Parce que j'ai voulu me montrer, me challenger. Mais j'ai vu que c'était trop compliqué. King Daddy Yod, on reste là-dessus. King Daddy Yod, on reste là-dessus. Ton poste de directrice Sharpay Casting, on reste là-dessus. Et du coup, nouveau projet Nike. Alors, post-Covid. Ouais, post-Covid. Du coup, je t'explique, c'est très drôle parce que c'est hyper anecdotique. Je connaissais la marque, je n'étais pas non plus férue de la marque. Je le suis maintenant, hein, si tu me regardes, Nicolas. Moi, j'aime bien le milieu du sport. Mon ancien partenaire était sportif. Du coup, j'ai vachement été émissée dans ça. J'ai aussi mes cousins qui jouent au foot en Ligue 1 et Ligue 2. Et je vais à un match du PFC. Et tu sais, on est invité, il y a pas mal de partenaires. Nike aussi est très partenaire même du basket et tout. Et je rencontre une personne, Makali Bakayoko, qui, elle, est dans l'aspect créa de Nike. Et en fait, apparemment, elle me voyait en fait échanger avec les gens. Mais tu sais, encore ce genre d'événement, je parle avec tout le monde. J'ai besoin de faire ce réseautage. Ça vient de là. Elle m'a dit, écoute, toi, t'as un art oratoire intéressant. Et depuis, j'utilise cette expression, j'adore cette expression. Je pense que ça pourrait être intéressant qu'on fasse quelque chose ensemble. On a commencé, je faisais de l'indé. C'était vraiment pas récurrent, je prenais même pas ça au sérieux. J'étais beaucoup sur l'organisation d'événements. Je ramenais des gens et tout, comme ce que je vais faire pour le CAS, par exemple.
des athlètes, parce que j'ai dans mon portefeuille beaucoup d'athlètes, dans le MMA, dans le foot, dans le basket. Ouais. Et j'ai aussi les gens au-dessus ou à côté. Des coachs, c'est important. Bref. Et de là, on a fait une vision. C'était dans le 18e. C'était une nouvelle paire, etc., qui sortait. Il y avait Serena Williams et tout, qui était mannequin pour... Et c'est parti de là, en fait. Ils ont vu mon potentiel, que je peux ramener des gens, que je suis quand même quelqu'un... Quand je crois au projet, je suis à fond. Tout part de quelque chose. Ils n'arrivaient pas, eux, de base, à ramener à drainer autant de monde. Si. Mais tu sais qu'il y a plein de gens qui travaillent pour Nike en tant qu'indé, hein, et qui ramènent des gens... Non, je sais qu'ils ont... Enfin, les salariés, il y a eu restructuration déjà il y a 2-3 ans, etc. Ouais. Il y a moins de salariés qu'avant. Ouais. Parce qu'en fait, avant, il y avait ce truc où on veut tout le monde en interne pour ne pas avoir de fuite de données, pour avoir un aspect créa complètement différent. Et vraiment, parce que c'est une maison, c'est une belle maison, mais moi, je dirais, dans le management, c'est un peu Disney. C'est très carré, c'est très cadré. Ouais. À l'américaine, quoi. Littéralement. Ouais. Et après, ils ont compris. On a besoin d'autres gens, d'issus de milieux différents, qui peuvent nous apporter un plus. Et pour laquelle on va les mandater sans trop nous investir pour voir ce que ça donne. Et Nike, c'est une famille très reconnaissante. Si tu leur apportes quelque chose et que tu es récurrente dans ton taf, ils font la différence. Ils savent vraiment promouvoir et être reconnaissants sur les personnes qui vont leur apporter des choses. Tout est donnant-donnant. Ouais, c'est ça, parce que Nike, moi, j'associe Nike à innovation, tu vois. Ouais. Et dans innovation, il y a innover aussi dans son approche, création, management, managérial, etc. Ouais. Et c'est top, tu vois, qu'ils fassent appel quand même à des indépendants, mais qui font pas partie de la maison, mais qui peuvent justement répondre des fois mieux qu'un salarié qui est focus sur Nike jour et nuit, hein, parce que pareil, ça bosse un petit peu tout le temps là-bas. C'est lié au pro, hein, donc forcément aussi en tant qu'indépendante, tu peux pas vivre comme quelqu'un qui est collaborateur dans une boîte et qui a des horaires et qui et qui a des revenus fixes surtout. Et surtout qui peut mettre un procès en cas de en cas d'abus, tu vois, sur les horaires et tout. Ouais, c'est vrai. Là, je rencontre aussi les mêmes problématiques, hein, donc moi c'est moins fréquent, tu vois, toi c'est je pense toutes les semaines. Moi ça m'arrive un petit peu souvent, mais c'est vrai qu'on a ce besoin d'être présent un petit peu tout le temps, et en face, ça peut poser problème. Toi, tu as parlé de ça, mais quel type aussi d'autres sacrifices? Parce que tu voulais en évoquer certains. Je pense que j'ai un cercle d'amis très restreint, du fait de... Je pense que j'ai pas toujours été facile. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie, hein. Je suis pas parfaite. J'en ai déçu beaucoup. J'ai déçu beaucoup de personnes. Et surtout, je pense que pour être mon ami, il faut s'accrocher. Ouais. Parce que j'avais une grosse problématique à un moment, c'est que je disais oui à tout. Et au moment où je devais faire les choses, je les faisais pas. Moi, j'ai ma meilleure amie, Capucine, qui m'a dit, hein, pour être ton amie, il faut être accroché. Je lui dis, oui, t'inquiète, je vais venir, ou oui, on va faire ça. Et au final, au dernier moment, il s'avère que je viens plus, ou autre. J'ai fait... Aujourd'hui, je m'en rends compte. Tu sais, pour une femme, quand tu t'approches de la trentaine, tu fais un peu l'état de ta vie. Ok, c'est sympa le taf, ça t'apporte la possibilité de pouvoir vivre ta vie financièrement parlant et d'avoir des expériences diverses et variées. Ouais. Mais quand tu te retrouves, tu rentres chez toi et que t'es seule. Ouais. Et Ce cliché, bon après, tu nous diras si t'es concerné, mais ce cliché de rentrer seule dans 150 mètres carrés. Pas besoin de répondre. Mais, non, mais c'est vrai que c'est une vraie problématique parce que moi, par exemple, j'ai eu 31 le premier. Ouais. Je faisais décembre, on est en décembre. Sur l'enregistrement, du moins. Moi, quand j'ai eu 30 l'année dernière, avant mes 30, j'étais impatient. T'as avoir tes 30 ? Impatient. En fait, j'ai entre 20 et 30, entre 20 et fin 29, j'ai tellement fait de choses, tellement vécu de choses, tellement voyagé, qu'en fait, je m'étais dit, faut que tu clôtures ce chapitre, tu vois, pour ouvrir le 30-40. Et pour un homme, le 30-40, on sait que c'est des années exceptionnelles, tu vois, parce qu'on est mature. En général, la plupart des hommes ont une conjointe, ils veulent faire des enfants, construire la vie de famille et tout. C'est dur et en même temps, ça t'apporte tellement. Donc,
c'est le kiff total. Et en même temps, professionnellement, t'es mature pour pouvoir développer, prendre les bonnes décisions et tout. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que moi, j'ai ressenti ça, tu vois. C'était... j'avais hâte, quoi. Septembre, octobre, là, je voyais décembre arriver. Je disais, putain, bordel, c'est le feu et tout. On a vraiment c'est le feu, j'avais hâte. C'est pas possible. Non, mais et c'est vrai que ça m'intéresse, tu vois, d'avoir ce retour où, à l'approche des 30, ben, en fait, moi, ce que j'ai ressenti, je sais qu'il y a plein d'hommes qui ressentent pas ça. Ouais. Parce que... Tu te mets une pression. Il y a plein de gens, c'est à l'approche des 30, ils se retournent, ils regardent derrière, ils disent mais qu'est-ce que j'ai flairé, tout ce que je n'ai pas fait, les regrets, tu vois, procrastination et tout. Ouais, moi, j'ai eu des périodes de procrastination, mais j'ai eu des périodes tellement à fond, tu vois, sur 9 ans, sur 10 ans, j'ai tellement été à fond sur un bon nombre d'années, tu vois, que j'avais zéro regret. Je me suis dit, Arthur, là, t'as la vie d'artiste. Moi, c'est comme ça que je l'appelle, tu vois. C'est la vie d'artiste, c'est tu décides un peu de ton planning. Ouais. Tu dépends de personne, tu dépends que de toi, ton investissement. T'as quelqu'un dans ta vie avec qui ça se passe super bien, t'as un enfant, tu vois. Que demande le peuple? C'est ça, que demande le peuple. Le peuple voudrait un deuxième, tu vois, un deuxième gosse. Mais moi, non. C'est des vraies décisions à prendre, tu vois. Non, mais la société, un enfant... Le deuxième, parce qu'il faut accompagner le premier. Il faut donner un petit frère, une petite sœur au premier. Mais en fait, c'est pas une décision pour toi, finalement, tu vois. Ouais, faut s'écouter, etc. Et c'est vrai que moi, 30, ça a été un régal. Et toi, tu vois, quand tu me le dis, ça me frappe un peu parce que je dis pas que c'est très égoïste de ma part de penser comme ça, parce qu'on est des êtres humains, hein, donc on doit d'abord penser à soi avant les autres. Mais c'est vrai que j'ai rarement ce recul pour une femme, tu vois. Ouais, pourtant, tu sais, c'est drôle parce que, encore une fois, c'est là où l'homme et la femme, on est complètement différents. Ouais. C'est que nous, plus on prend de l'âge, plus on se met une pression, notamment sur les enfants, parce que c'est un peu le saint graal d'une vie. Aujourd'hui, j'ai la possibilité, j'ai les moyens de pouvoir avoir un enfant et une vie de famille, etc. Ouais. Et quand tes 30 ans arrivent et que t'es une femme, tu te dis... Si t'as pas ça, tu dis waouh, ok, très bien. J'ai fait des concessions, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui me reste? Mais je vis pas de regrets. Franchement, honnêtement, moi, j'ai aucun regret. Je suis contente d'être là où j'en suis à 30 ans. Au contraire, je regarde derrière et je me dis, qu'est-ce qu'elle dirait la jeune Inès à cette Inès de maintenant? Bah, je te jure qu'elle serait fière. Je pense que elle me regarde et elle se dit, regarde, t'as eu ce que tu voulais en fait. Ouais. Et t'as eu ce dont tu as travaillé pour. T'as toujours voulu être une femme indépendante? Ouais, moi, l'aspect salarié, d'avoir des parce que justement, je sens ça. C'est pour ça que je te pose la question. Ah ouais. Travailler pour quelqu'un, déjà, tu génères t'engendres des bénéfices pour une personne et non pour toi. Ouais. C'est comme être locataire. Tu loues, t'enrichis une personne alors que tu pourrais mettre le même montant pour acheter un appart qui te revient à toi après. Ouais. Moi, je pense qu'il y a deux écoles. Il y a les écoles des gens qui aiment avoir une safety, une sécurité et une sécurité. Et t'as les autres qui aiment être joueurs, fonceurs et qui se challenge. Ma mère dit souvent, c'est en tombant qu'on apprend. Si tu ne tombes pas, tu ne sauras pas comment te relever. Je suis tombée. Hein. Dieu en est témoin, je suis tombée plein de fois. C'est vrai qu'on oublie tout ce qu'on vit étant plus petit, hein, tu vois. Ouais. Qui peuvent nous renvoyer à des messages. Enfin, aujourd'hui, en tout cas, ça nous renvoie aux messages d'antan, etc. Je te rassure, hein, les 30, pour clore avec cette partie-là, tu vois, c'est un plus. Et justement, le fait d'avoir 30, on sait qu'on n'est plus je dirais pas un jeune adulte. Je pense qu'à partir de 25 ans, on n'est plus jeune adulte, on est adulte. Tu vois. Adulte. Ouais. Et ça dépend de. Mais oui, c'est ça. Ça dépend après aussi qui tu as en face de toi. Oui, tu vois, si tu as des gens moyenne d'âge 45, qui te voient toujours en genoux. Mais. Toutes les décisions, etc., le recul que tu dois prendre, tu le prends beaucoup plus naturellement. Tu vois qu'avant le chiffre 30, parce que je te jure, dès que tu as 30, là, ça y est, tout est lié à l'âge, tu vois. Oui, c'est vrai. Tu vois, t'oublies, en fait, je peux plus oublier. Moi, à 27, 28 et tout, t'oublies que t'as 27, 28, tu vois, tu réfléchis jamais à ton âge. Non. Et là, même les décisions, des fois, tu vas un peu, tu montes en pression, tension, etc., tu redescends au moment où tu penses un peu à... T'as plus l'âge de faire tout ça. Mais c'est vrai. Et ça apaise. Tu te mets toi-même une barrière, en fait, parce que tu te dis, OK, quand tu es encore dans les deux, tu te dis, bon, inconsciemment, je suis encore enfant ou autre, ça peut se pardonner. Mais quand tu arrives à 30 ans, il y a un sérieux un peu plus qui va s'installer. Ouais. Et c'est toi et tes décisions.
C'est ça. T'es plus quand t'as 25, 27, tu te dis encore c'est la jeunesse et tout. Même tu le vois dans tout. Les musées, par exemple, c'est jusqu'à 27 ans. La gratuité des musées. C'est ça, mais moi, dès que j'ai passé 26, tu te grattes la tête. Tu dis, t'es plus. C'est fini. Là, récemment, j'ai vu un incubateur là, dans le 93 qui mettait si tu as entre 18 et 30 ans, viens pitcher ton idée. Et ben, j'étais là, je viens d'avoir 30 ans. J'ai pas besoin, tu vois, mais tu te fais exclure naturellement. Tu vois, t'as plus l'âge de. Pour toi, en fait, après 30 ans, on est censé être. Dans le game, quoi. Ouais, bien ancré dans la société. Mature professionnellement. Et ça, c'est les normes françaises. C'est ça. Parce que, pas d'âge. Tu sais, je te rajoute cette partie. Je pense que j'ai été éduquée comme ça. On m'a beaucoup aidé, on m'a beaucoup donné. Et on m'a surtout appris à donner. Ouais. Je faisais des maraudes. Un moment, avec ma sœur, on avait pris un appart dans le 18e. Et on part à Max Dormois et on traverse pour aller prendre le tramway à Porte de la Chapelle et on voit des gens Solidarité et Partage qui distribuent de la nourriture aux réfugiés parce que c'était le pôle d'arrivée des réfugiés à un moment. J'ai rencontré l'un de mes amis qui est devenu un de mes meilleurs amis maintenant. Je le retrouve en Côte d'Ivoire bientôt et qui m'a aussi beaucoup appris sur la vie et à donner et à savoir en fait être reconnaissant de ce que tu as, peu importe l'horizon ou autre. Et je suis partie, il m'a emmenée, on est parti avec une association, The Next Smile, contre le travail forcé des enfants et beaucoup la culture, etc. Et on est parti en Côte d'Ivoire, dans des petits villages. Et j'ai pris énormément de recul à ce moment-là, en me disant que nous, on a les critères de à 30 ans, tu dois avoir ta vie posée et que tout doit être carré, alors que là-bas, dans ce petit village, les gens avaient pas du tout le même recul. Anna, elle a 80 ans, elle marche tous les jours 2 heures avec son panier sur la tête pour aller ramener des cacahuètes et les vendre sur le bord de la route. Et en fait, nous, on se met une pression parce que c'est une pression sociale. Alors que dans d'autres pays, cette pression-là, on l'a pas, quoi. Elle avait pas d'enfants, elle avait d'autres priorités dans la vie. Ça m'a un peu donné du recul sur aussi être reconnaissante sur ce que j'ai. Parce que quand tu vois et que tu te palpes, parce que tu vois à la télé où on te dit des associations très bien, mais quand toi, t'es sur place et que c'est palpable, tu te rends compte qu'en fait, c'est juste un recul. Tu as juste besoin de toi en tant que personne prendre un recul. C'est ça. Et moi, j'ai ressenti la même chose, tu vois, quand je suis parti au Vietnam, pareil, de l'humanitaire. Donc au Vietnam, c'est pas forcément, tu vois, l'Afrique où je serais peut-être plus lié, tu vois, de par mes origines et tout. Mais l'Asie, voilà, là, quand tu vas, t'arrives à Hanoï, tu fais une nuit et que le lendemain, t'as le bus et tu fais 8 heures de bus, tu vois, pour aller dans un village bien précis, etc. Bah, pendant 7 jours, moi, j'avais pas de téléphone, tu vois. Et c'était il y a 6 ans, 7 ans, donc c'est pas la même vie qu'aujourd'hui. Là, tu me dis sans téléphone une semaine. Qu'est-ce que tu fais? Si je suis en famille, ça peut, et en même temps, professionnellement, ça bloque, hein. T'es un peu parano, tu vois. Tu faut que j'ai le contrôle sur certaines choses, etc. Mais à 2000% d'accord. Mais ce que je préconise, tu vois, c'est un des discours aussi que j'ai souvent, moi, quand je forme, c'est écoutez-vous, si vous devez aller là après un bac plus 2 ou bac plus 3, vivre à l'étranger 1 an, 2 ans, faut le faire. Parce que c'est ce qui va te forger au final et te sortir un peu du schéma sociétal dans lequel on vit depuis tout petit. Et c'est important, tu vois, l'ouverture d'esprit des personnes qui ont voyagé et d'autres qui sont restées dans leur zone de confort. C'est pas du tout les mêmes personnalités. C'est ça. Et on appelle ça zone de confort, mais j'appellerais ça, enfin j'ai pas le terme, mais j'appellerais ça, tu vois, un cloisonnement. Cloisonnement social. Ouais. Donc c'est des choses à travailler. Tu l'as fait aussi, donc c'est intéressant. C'est important. Honnêtement, je pense que tout le monde devrait, ne serait-ce que même pour les personnes qui ont une fermeture d'esprit, tout le monde devrait un jour voyager, aller à l'étranger, pas voyage où t'es en hôtel 5 étoiles et tout, vraiment voir la chance que nous on a en Europe en règle générale. Et ça te met tellement une gifle que tu te réveilles et que tu te rends compte que nous, on se pose des questions. Quelle paire de chaussures je vais acheter? Quel machin? Alors qu'eux se demandent qu'est-ce que je vais manger demain? Qu'est-ce que je vais manger ce soir? Île Maurice, tu vois. Ouais, mais Maurice, c'est pas... Alors, la première fois que j'y suis allée, on était sur un truc de concert, donc j'ai pas trop visité. Et après, on est... Tu sais, c'est les promoteurs, ils payent des trucs, on est dans des villas, voyage en première, donc tes pieds sortent un peu du truc. T'as pas les pieds sur terre. T'es en voiture systématiquement, bien sûr, avec des grosses voitures, donc t'es pas...
c'est pas le recul que j'aurais, Maurice. Là, peut-être cette fois-ci, vu que je vais y aller mais c'est ça que longtemps, je te dis, c'est quand tu viens en tant que particulier en vacances, tu vois, la plupart viennent... moi, par exemple, c'est pour ça que je n'irai jamais, je pense, à Punta Cana, tu vois. Ah mais qu'est-ce que tu C'est fais? que c'est connu aussi pour ça. Oui, c'est pied la dans le fête. sable, tu vis ta life eau transparente, tu vois, que j'ai en Guadeloupe. Donc, ouais, c'est ce que j'allais dire, on a ça chez nous. Voilà, mais tu sais qu'en fait, derrière ton hôtel, à peut-être 200 mètres, tu vois, c'est le ghetto complet. C'est le ghetto, ouais. Ça, c'est un truc, moi, voilà, aujourd'hui, je pourrais pas y aller aussi de par mes origines, parce que j'ai la même chose. Enfin, j'ai un équivalent plus social, tu vois. Ouais. Mais c'est là où tu te rends compte que c'est important. Tout ce qu'on fait dans la vie, faut jamais oublier déjà d'où on vient et se dire qu'il y a une vraie misère ailleurs. Et quand moi non plus, je suis pas du genre à aller à Punta Cana. Même quand je pars en vacances, je suis pas dans des hôtels. Quand je pars moi en tant que dans des hôtels, je préfère. Tu pars quelque part, c'est pour vivre avec les locaux. Tu vas pas partir t'exiler à Cuba quand tu fais un secteur ou autre. mais c'est notre définition du repos aussi, tu vois. De partir et de ne rien faire et d'être postige dans un autre pays, une autre île. Est-ce que tu fais vraiment rien quand tu pars en vacances? Est-ce que tu mets vraiment, t'arrives à dissocier l'aspect pro quand tu pars en vacances? Je suis parti en Guadeloupe il y a 10 jours. Mm-hmm. Enfin, il y a 3 semaines. Et je suis revenu il y a 10 jours. 5 premiers jours, j'ai pas ouvert le Mac. Ah ouais? Ouais, j'ai dit... Alors, je me t'ai dit 3 jours, tu vois. Okay. Au final, le 4-5e jour, j'y ai pas pensé quand même. Quand j'ai rouvert, hop, j'ai regardé mes mails. Bon, je regardais mes mails depuis le téléphone. Ouais. Ok, t'actualises. En plus, moi, j'actualise souvent le soir. Avant de ouais. Oh, je suis pas le bon truc, tu vois. C'est plus au réveil. Matin et soir. C'est ça. Et en fait, j'actualise. Et en fait, je vois qu'il n'y a pas un mail pro, tu vois. Il n'y a pas un seul mail pro. Donc moi, quand j'ai rouvert l'ordi le 5e, 6e jour, j'ai bossé, etc. J'ai préparé mon retour, tu vois. Okay. Mais le fait de ne pas avoir de mail à gérer, je me suis dit, tu vois, Dieu fait bien les choses. Il t'a dit là, c'est le moment de couper. Première fois, tu viens en famille, tu vois là-bas. Parce que moi, j'y allais tout le temps de base, solo. Mm-hmm. Mais tu vois, madame, la petite aussi, c'était important pour moi, tu vois, qu'elle découvre un peu les racines, quoi. Bah oui, c'est hyper important. Hein. La mamie, 92 ans, tu parlais du mamie de 80. 92 ans, mamie. Elle marche, elle fait son balai, elle fait à manger. Ça, c'est parce que c'est nos îles. C'est parce que tu as tellement un niveau de vie. Pas une ride sur le visage. Bon, c'est vrai, ça, c'est parce qu'on est... Voilà. Black never get old. mais tu vois, c'est du détail. Et pareil, ça a surpris un petit peu madame là-bas. Mm-hmm. Elle s'est dit, 92, tu vois. 92, ça marche, ça se balance sur la télé, ça fait sa vie, ça balaye, toutes ces petites routines qu'elle a depuis très longtemps. Et en fait, c'est ça, c'est... Niveau de vie. Ça s'entretient. Et... Mais tu vois, tu pourrais avoir le même entretien, je pense, en hexagone. Maintenant, j'ai ma tante qui m'a dit, il ne faut plus dire métropole, on dit hexagone, quand on parle de la métropole. Ouais. L'hexagone. Oui, parce qu'on dit France métropolitaine, alors les métros. De toute façon, c'est la France. Hein. Moi, quand je vois, j'ai des cousines, elles n'ont jamais vu la neige. Hein. Ouais. Mais tu peux avoir... Il a neigé quand j'étais là-bas. En Guadeloupe? Non, il y a 2 semaines, il a neigé en France. Ah oui, j'allais dire waouh. J'étais là-bas, du coup. Ah oui, ouais. Donc, j'ai pas vu la neige non plus. Non. Mais ça reste la France et tu te dis, il y a des... Bon, je veux même pas me mettre dans ce sujet parce que ça me tient énormément à cœur. On a fait un morceau avec Ouragan Productions contre la vie chère. Parce que... Tu vois, ça, c'est un projet que j'aimerais bien mettre en place un jour. C'est quand je serai libre d'agir, c'est d'amener un collectif en Guadeloupe de manière à vraiment se battre pour les droits des Guadeloupéens parce qu'il y a trop de choses manquantes. On n'est pas à Guantanamo, parfois il n'y a pas d'eau, il n'y a pas le nombre de Noël qu'on a passé où il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité. Tu payes une bouteille d'eau, elle est à 1 euro alors qu'elle est à 20 centimes ici. Enfin, il y a plein de sujets à aborder pour l'île. Tu penses que le réseau peut suffire pour amener ces sujets-là ou tu penses qu'il faut être économiquement très puissant pour pas se faire switcher? Parce que, en fait, pour moi, il y a l'État français qui restera encore très longtemps. Mais moi, c'est une des visions que j'ai associativement parlant. Tu vois. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'assauts. Hein. C'est ça, c'est d'aller sur place. J'aime pas le terme, parce que le terme. Ça fait genre le Parisien qui débarque, il a jamais connu ça alors que c'est ma mère, tu vois, qui est née là-bas, qui a vécu là-bas pendant très longtemps. Mais apporter, tu vois, ce savoir-faire, c'est pareil, c'est apporter en tout cas ma détermination, tu vois. Ta pierre à l'édifice. Mon réseau, peut-être économiquement aussi, mais apporter tout ça sur place et faire en sorte de changer les choses. Faut pas être seul, hein, quoi qu'il arrive. Faut pas être seul. En plus,
un comité, on est 300 entrepreneurs et on a vraiment l'envie de bosser. Solo, faut être milliardaire, je pense. Faut être quelqu'un. Sachant qu'il y a quand même, on va pas se mentir, il y a quand même beaucoup de corruption. Hein. Moi, c'est vrai que j'étais beaucoup plus focus là et plus conscient tu vois, de mon environnement. Là, quand je suis retourné il y a 5-6 ans, parce que j'étais pas allé, moi, j'étais allé avant le Covid. Ah oui, ok, d'accord, il y a eu des changements en plus entre-temps. Ça fait 5 ans, donc ça me piquait un peu de pas revenir depuis tout ce temps. Mais c'est vrai que j'étais plus conscient, mais j'ai pas été très à cheval là-dessus, tu vois. Bah, tu vois, moi, je vais te parler là en tant qu'agent d'artiste. On a eu l'occasion de travailler avec des circonscriptions, parce que ça marche en circo. Et on a travaillé avec une dame, Géraldine Barline-Nègre, incroyable, qui représente la circo de Pointe-Noire. Ok. Incroyable, très réglo, très, très carré dans ce qu'elle fait. Et à contrario, on a travaillé avec une autre circo plutôt en Basse-Terre. Et là, tu ressens que le peuple, entre guillemets, se meurt. Parce que nous, on a 3 classes. On a la classe pauvre, la classe moyenne et la classe riche. En Guadeloupe, c'est soit riche, soit pauvre. Et on s'est rendu compte que l'argent parce qu'il y a des allocations attribuées par la métropole pour justement faire des développements, etc. Cet argent est redirigé sur autre chose. Et on l'a vu, on l'a vécu. Nous, quand on est là-bas et qu'on est invité par X ou Y, on peut pas en parler. Mais en soi, on l'a vu. Et moi, j'ai trouvé ça dégueulasse parce que tu ramènes des gens de métropole pour du taf, alors que tu as des gens sur place qui en cherchent. Parce que toi, ton point de vue, c'est que l'antillais ne veut pas bosser. Alors que si tu proposes pas l'antillais du taf, évidemment. Ça, tu vois, je l'ai vu, je l'ai ressenti. Le discours, du coup, que tout le monde peut avoir, les timales sont lents. Ouais. C'est quoi le terme? Nonchalant, etc. Bon, ça, c'est un peu vrai quand même. On est nonchalant. Hein, quand on non, mais regarde, moi, on m'a souvent dit, tu vois, t'es nonchalant, etc. Mais quand faut bosser, moi. Ah oui. Tu vois pas? Il y en a qui n'arrivent pas à dissocier les deux. C'est dans la vie de tous les jours, je prends mon temps, je suis machin, mais Dieu merci, moi, je prends mon temps dans ma vie de tous les jours alors que je vis dans Paris, tu vois. Ouais. T'arrives à prendre ton temps. Je vois les gens courir à 2000 à l'heure, etc., sprinter, aller chercher les enfants, tout ça. Moi, tu verrais, je prends ma petite, je marche avec elle, je prends même pas la poussette pour aller à la crèche, tu vois. Oh, ça, c'est bien. Non, mais tu vois, c'est un truc que je me suis mis très rapidement. J'ai dit, t'es pas esclave du temps, cher ami. Tu prends la petite, même si tu mets... De base, c'est 3 minutes. Hein. Je mets 15-20 minutes. Non, la petite, elle marche. C'est tellement lent, tu vois. Ça s'arrête toutes les 3 secondes. Elles vont à un poteau comme ça, à hauteur de tête. Elle va taper dessus pour voir ce que c'est. Après, elle voit qu'elle se fait mal à la main. Elle va taper sur le suivant. Tu vois. Elle prend son temps. Découverte du monde, c'est hyper important pour nos gosses. La motricité. Mais du coup, je calcule pas, tu vois. Je suis vraiment... moi, je suis de banlieue. Je vais garder mon mood banlieusard. En tout cas, je vais essayer, parce qu'on est déjà cloisonné, pareil, tu vois. Ça va à 1000 à l'heure, t'as le métro en bas, malin, tu veux faire des courses, c'est juste en bas. Faut s'extirper, et j'ai réussi à le faire de cette manière-là aussi. Mais quand ça bosse, ça bosse. Et les gens n'arrivent pas à dissocier, tu vois. Ah, Arthur, toujours, il prend son temps, machin. Potentiellement, au taf, ça peut être différent, alors que pas du tout. Mais tu prends ton... Tu vois, dès que tu penses business, les gens... Mais tu choques, en vrai. Tu choques, et moi, ça me dérange pas, c'est pas plus mal. Mais tu sais, t'as le luxe, tu fais partie des gens qui ont le luxe de pouvoir prendre leur temps. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Parce que je suis d'accord sur le fait qu'on n'arrive pas à les gens ne dissocient pas ça. Mais en même temps, très peu de personnes ont ce luxe, hein, de pouvoir prendre leur temps. C'est tellement encore une fois, ça revient à la pression sociale. On te met tellement la pression, il faut que tu fasses ça, tu dois faire ça à ce moment-là. T'as pas le temps. C'est ma nouvelle phrase, je le disais à mon ami à qui je suis venue. Je lui disais, j'ai ma nouvelle phrase, j'ai pas le temps. Je me demande quelque chose, j'ai pas le temps. Parce que, en fait, tu sélectionnes ce dont les éléments pour lesquels tu as envie de donner du temps. Dans tout, d'ailleurs. C'est sur ça qu'on va clôturer notre épisode aussi, parce que au passage, on a enregistré un dimanche. Hein, donc, on parle de pas avoir le temps, etc. Ça le montre, hein, ça le prouve. Oui. Veille de départ pour toi. Tu prends l'avion tôt le matin. J'ai rien fait. Non, mais voilà, on a essayé de caler une date. C'était pas si compliqué, tu vois, parce qu'au final, on s'est donné nos dispos. Et moi, je t'ai dit que j'étais ouvert aussi au samedi, dimanche. Ouais, moi aussi, c'est fluide.
Donc pareil, voilà. C'était important. Merci à toi Inès. Merci à toi Arthur. On aurait pu enregistrer 4 heures. Je pense qu'on aurait discuté 4 heures facilement. Ouais, non mais c'est ça. Dès que les micros seront coupés, les anecdotes que vous n'avez pas eues. En tout cas, merci à toi Inès d'être venue. C'était un plaisir honnêtement. Plaisir partagé parce que on se connaissait sans se connaître. Ouais, c'est vrai. J'ai appris aussi pas mal de choses et c'est le but aussi et c'est le nouveau format que je veux mettre en place. C'est faire en sorte aussi d'avoir des profils que je ne connais presque pas, ok, où je connais peut-être de nom uniquement. Et je voulais vous remercier aussi d'avoir validé cette première saison. On entame depuis peu la deuxième. Et n'hésitez pas à suivre Inès sur les réseaux sociaux. Ok, Inès. C'est Inzor, avec plaisir. Ok, moi je le laisserai de toute façon en description, hein, comme d'habitude. Et n'hésitez pas aussi à liker, à partager, ok, à commenter. Un partage, ça nous permet à nous d'être visibles ailleurs, ok. Et une personne de plus peut après derrière déployer un peu à l'image d'un algorithme hein, que vous connaissez si bien. Hein. Un like égale 3 envois, donc c'est quelque chose aussi qu'on a comme objectif, hein, de déployer et de faire de ce podcast un podcast qui compte, notamment sur le domaine de l'insertion, l'employabilité. Qui dit employabilité dit entrepreneuriat également, hein, comme vous avez pu le voir sur cette première saison. Donc merci à vous et je vous dis à très vite la famille. Ciao, ciao. Hop là, ça a été. Oh, c'est check. Ça a été. Franchement, ouais. Franchement. C'est pas.